Donc merci à tous pour d'être venus pour cette conférence autour de la dure vie d'un petit paquet réseau qui va se trimballer pour arriver à sa destination. Le but, ça va être de voir en fait tous les problèmes qu'il peut rencontrer, enfin une grosse partie des problèmes standards qu'il rencontre, et de comment on se protège en fait pour protéger sa vie privée là-dessus. Donc pour moi, pour me présenter rapidement, donc Iris, je suis ce qu'on appelle un crypto-anarchiste. Ça peut faire peur aux gens. Donc chaton des internets, sinon c'est très bien. J'aime en fait chiffrer tout ce que je peux. Donc mes mails, mon disque dur, mon téléphone, mes sites internet et compagnie. Donc il y a à peu près toutes les coordonnées si vous voulez me joindre. GPG, OTR pour ceux qui veulent m'envoyer des mails chiffrés. Et j'interviens au titre de Café Vie Privée. Qui a lieu dans le Fab Lab depuis 2 jours. Projetor, Nos Oignons, April, Parinux, de la Quadra, et à peu près toutes les associations qu'il doit y avoir dans Paris. Une petite introduction rapide de pourquoi aujourd'hui ça devient important de sa vie privée et le chiffrement. Le 6 juin 2013, en fait, il y a Edward Snowden qui a publié sur Internet qui a leaké des documents qui ont montré que l'intégralité de la population mondiale était sous surveillance de la NSA. C'est un petit raccourci, mais on n'est pas très loin de la vérité. Et en fait, on s'est surtout rendu compte que le lendemain, on était tous à poil sur Internet. On n'a jamais fait gaffe à notre vie privée. Tout le monde a fait n'importe quoi avec ses données. Il n'y a pas de sécurité dans le réseau. C'est un gros bordel monstrueux. Et puis surtout, on s'est rendu compte qu'en fait, la NSA avait réussi à faire ça parce que en fait, les outils crypto, ils existaient, mais personne ne les utilisait. Il y avait 3 geeks dans un garage qui savaient s'en servir, et puis qui se diffusaient ça entre gens consentants dans des crypto-parties, mais ça allait pas beaucoup plus loin. Et donc on a décidé de monter un collectif Café Vie Privée pour essayer de diffuser le plus possible aux gens les bonnes pratiques, comment faire pour éviter de fuiter ces données en 4x3 sur Internet. Et donc là, ça va être, on va avoir que 30 minutes, donc ça va être dense. Mais on va voir tout le paquet, justement, tout ce qu'on peut mettre en place le long de la trajectoire d'un paquet sur le réseau. Alors, en gros, on va avoir 4 parties. Il y a une partie qui va commencer par la sécurité physique et la sécurité locale à la machine. Il y en a beaucoup qui l'oublient, cette partie-là, mais c'est un peu la plus importante. Quand on a notre machine, qu'est-ce qu'on installe dessus, comment on la met à jour. Après, il y a la problématique des communications. C'est-à-dire que le paquet, il est au bout de votre câble réseau. Et il va falloir qu'il arrive de l'autre côté, à peu près dans un état correct. Il y a le problème de la sécurité des services de l'hébergement. Aujourd'hui, tout le monde parle de cloud, big data, services hébergés et compagnie. Et c'est un gros problème aussi en termes de vie privée. Ça collecte vos données, à peu près tout ce qu'ils peuvent choper, ils le chopent. Et puis pour finir, alors là on le passera très rapidement parce qu'il y a une conférence derrière qui dure à peu près 2 heures sur le sujet. Sur le bordel, il y a SSL-TLS il y a une conférence de 2 heures sur SSL-TLS qui va plutôt qui va traiter ce sujet-là. Et après une conférence sur la vie privée et les extensions Firefox sur le gros bordel qu'il y a dans le web. Alors on est parti. Pour beaucoup de monde, Internet c'est ça. 2 personnes reliées par un câble. Et puis quand on envoie un mail directement à quelqu'un et puis voilà. Ça serait le monde idéal, malheureusement c'est pas comme ça. Internet ça ressemble plutôt à ça. On a des bornes Wi-Fi, on a des fournisseurs d'accès, on a des sites internet, on a des admin 6, on a de la NSA, on a des avocats, on a de la police, on a tout. On a des chatons dans les tuyaux, on a des personnes au debout, des sites internet intermédiaires. Et le gros gag, c'est que ça, faut le voir en symétrique. On est arrivé jusqu'au site, ça repart dans l'autre sens pour aller à votre destinataire. Donc vous passez minimum par 2 fournisseurs d'accès internet, un site internet centralisé, et encore 2 autres derrière pour joindre votre destinataire réel. C'est beaucoup moins simple à gérer quand on veut de la sécurité là-dedans. On va commencer en se plaçant d'un point de vue sécurité locale. Un attaquant, il est chez vous. Il n'est pas très loin de votre machine, il a accès à votre réseau Wi-Fi, il a accès à votre câble Ethernet, il a accès à la machine physique. Pour se protéger contre ça, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est ce qu'on appelle l'hygiène informatique. Déjà, on n'utilise que du logiciel libre. Microsoft, Apple et compagnie, en fait, ils sont déjà chez vous. Donc,
Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez en termes de sécurité. Après, si vous avez du Microsoft, vous avez Microsoft chez vous, à la maison, qui voient tout ce qui passe sur votre machine, qui sont capables d'installer ce qu'ils veulent via du Windows Update ou d'autres saloperies de ce genre-là. Donc c'est logiciel libre, logiciel libre, logiciel libre. Bon, BSD ou GNU Linux, on n'est pas trop ayatolesque non plus. Mise à jour du système, à mettre à jour absolument très régulièrement. Au minimum une fois par semaine. Aujourd'hui, en termes de sécurité, on a des failles qui tombent tous les jours. Donc quand on veut vraiment de la sécurité, il y a des librairies type OpenSSL qui sont trouées tous les matins. Donc il faut faire des mises à jour. Les admins 6, on passe notre vie à mettre à jour le système avec OpenSSL en ce moment. Gérer proprement ses mots de passe. Ça va être la plus grosse plaie pour aujourd'hui en termes de vie privée. Il y a une fuite qui a été faite sur Yahoo et Hotmail il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y a à peu près 80% des mails, c'est du 1, 2, 3, 4 ou du 0, 0, 0. Et en plus, ce mot de passe-là, il va être utilisé partout, dans tous les autres sites de la personne. Donc il suffit d'avoir un site qui tombe et on a l'intégralité de la vie privée de la personne après. Généralement c'est la boîte mail qui tombe en premier. Donc après il n'y a plus qu'à rechercher toutes les traces d'abonnement à des sites internet ou et autres. Et on essaye le même login mot de passe et généralement ça passe. Pour éviter ça, KeePassX, un petit logiciel qui s'installe sur votre machine, qui permet de générer des mots de passe très compliqués, 20 caractères totalement aléatoires que vous arriverez même pas à vous rappeler. Mais, ça peut inclure du Unicode, je pense que je suis pas assez fou pour le faire parce que les sites en face ils vont pas le gérer. Mais ça peut, voilà, mais bon. Vous avez qu'un seul mot de passe à retenir, c'est le mot de passe de KeePassX. Choisissez-le bien compliqué. On me recommande même d'utiliser plutôt des phrases de passe, c'est-à-dire plusieurs mots ou une phrase qui n'a pas vraiment de sens, mais qui est plus simple à retenir qu'un mot de passe de 20 caractères aléatoires voilà, un mot de passe, vous n'aurez jamais votre mot de passe, ça peut être bien. Et du coup, vous générez, avec cet outil-là, vous générez un mot de passe aléatoire à chaque fois que vous vous connectez à un site internet. Et le jour où vous voulez vous connecter, vous faites un copier-coller directement depuis l'outil. Et comme ça, vous avez des mots de passe différents tout partout. Et le jour où il y en a un qui tombe, c'est pas grave, il n'y a que ce site-là qui est en danger. Chiffrer ses données, ça c'est absolument obligatoire. On peut chiffrer l'intégralité de ces disques durs. Il y a TrueCrypt qui existe sous Windows et Linux. Il y a Lux qui est intégré directement dans Linux. Si on est sur téléphone mobile, les SMS on peut les chiffrer avec TextSecure. Et sinon dans Android il y a une option pour chiffrer immédiatement directement le disque dur. Ça c'est très utile parce que si jamais il y a quelqu'un qui vient chez vous, qui vous pique votre téléphone ou votre ordinateur, que vous le faites voler, vous avez des données personnelles dessus ou professionnelles, on n'a pas accès à vos données. Je ne peux pas démonter le disque dur et aller le lire à côté. Alors que là, dans cette salle, je pense que je prends des PC, je démonte le disque, j'arrive à tout récupérer sans avoir besoin de votre mot de passe. On va rentrer dans des trucs un peu plus compliqués. Un pare-feu efficace. Un pare-feu efficace, c'est un pare-feu de nazi. C'est un pare-feu qui ne laisse rien rentrer, rien sortir tant qu'on ne l'a pas autorisé. C'est pas le pare-feu Windows qui fait l'inverse. Vas-y, tu passes et le jour où je te l'interdis, tu passes plus. Ça a l'inconvénient qu'à chaque fois qu'on installe quelque chose, faut aller revenir, faut repasser sur son pare-feu pour ouvrir les ports ou faire sa config. Et c'est bien parce que du coup, c'est n'importe qui installe un logiciel, il pourra pas sortir directement sur Internet. On laisse pas traîner son ordinateur tout seul. Ça c'est plutôt vrai quand on se balade avec des téléphones portables ou des portables, des ordinateurs portables dans des conférences ou des trucs comme ça. J'ai vu des personnes qui faisaient de la grosse sécurité informatique, voire même qui travaillaient sur des projets ConfDef, et le PC il traînait allumé dans un coin de la pièce. On verrouille sa session quand on part. Ça c'est une évidence, ça devrait l'être. On laisse pas sa machine ni en veille ni en hibernation. Si on a chiffré ses disques mais qu'on est en veille, les disques, la clé du disque est en mémoire. Donc si quelqu'un vient se branche sur le PC avec un bus FireWire ou un direct accès, ou voilà, faut couper le bus FireWire, mais il y a des accès en mémoire qui sont possibles de l'extérieur, on peut venir lire votre disque. Donc en veille ou en hibernation, ça ne suffit pas. On éteint à chaque fois complètement la machine quand on peut. Bon, alors, si vous absentez 2 minutes, peut-être pas besoin d'aller jusque là, mais on laisse pas 1 heure une machine allumée. On branche jamais de clé USB inconnue sur un PC. On a fait des trucs assez fun. On s'est pointé dans le salon national de la sécurité informatique en France. On a laissé traîner des petites clés USB qui avaient juste un petit fichier ODS dedans avec une petite macro qui pingait sur internet quand on lançait l'application. On a été assez étonné du taux de retour qu'on avait des clés. Pourtant c'est des mecs qui font de la sécu assez violente.
Pareil dans les transports, on récupère pas la clé d'un pote sur le côté, ou encore moins quand on connaît pas. Et les clés publicitaires, c'est pareil. Ouais, c'est génial, j'ai une clé de 64 Go offerte par Amazon. Ouais, Amazon collabore avec la NSA. Donc, à se méfier. Si on est des petits dissidents, si on est journaliste, qu'on part en terrain un peu miné, on passera pas la douane avec un téléphone chiffré, on sera arrêté par la police d'État si on a un ordinateur portable. On prend une clé USB Tails, c'est une clé USB sécurisée, on boot dessus, comme ça on n'a pas d'hypothèse sur l'état de la machine sur laquelle on se connecte. Tout passe par Tor, il y a des anti-keyloggers un peu de fous furieux pour éviter d'avoir qu'on puisse scanner votre frappe sur le clavier. Il y a des messageries instantanées directement chiffrées avec du OTR, du GPG. C'est un peu l'outil, le couteau suisse quand on part en Syrie ou en Chine par exemple. Et normalement avec ça, voilà, on a une machine qui est à peu près safe. C'est même si on la laisse traîner dans un coin, on se fera pas verrouiller, on n'aura pas de faille de sécurité et autres. Maintenant, le problème, c'est que voilà, on a notre petit paquet, il est dans son bunker chez vous, et puis il va falloir qu'il sorte. Et dehors, c'est un peu la guerre, quoi. Il y a deux manières d'attaquer quand on sort. Soit on arrive à se faire ce qu'on appelle un man in the middle, c'est-à-dire que votre attaquant va réussir à se poser entre vous et votre destinataire, et il va simuler en fait votre destinataire. Il y a l'autre manière de faire, ce qu'on appelle du deep packet inspection, c'est on va plutôt venir regarder ce qui passe dans le câble et essayer de déchiffrer à la volée tout ce qui passe. On a des boîtes françaises qui sont assez fortes dans le domaine. Il y a Blue Coat Amesis qui ont travaillé avec la Syrie pour faire ce genre de trucs. Donc pour se protéger de ça, première étape, le DNS. Quand, par exemple, si vous voulez aller sur mon site, imiril.fr, d'un point de vue réseau, ça n'existe juste pas. Si vous écrivez sur l'adresse je veux envoyer à imiril.fr, ça vous revient expéditeur inconnu. On a besoin de faire du DNS pour convertir ce nom-là en IPv4 ou en IPv6. Le problème, c'est qu'il y en a qui ont eu la mauvaise habitude de se mettre à mentir sur les DNS. Ça peut être à but commercial. Typiquement, quand vous vous trompez d'adresse, vous tapez une adresse qui n'existe pas, on va vous rediriger vers une page avec plein de pubs. Ça va être un but technique. Ça, c'est surtout les fournisseurs d'accès mobile qui le font pour faire de la mise en cache et de l'optimisation. Plutôt que de ramener un PNG qui pèse 2 mégas par la 3G, ils vont se mettre à l'optimiser à la volée. Mais du coup, pour ça, ils vont se faire passer pour le serveur en face. Ça peut être sur demande judiciaire. Il y a eu le cas, même encore pas récemment, sur les nœuds Tor, où on redirige ça vers des serveurs du FBI ou autres pour afficher des boîtes. Ce site a été saisi par le FBI. Ou même pour mettre sur écoute quelqu'un, quoi. On reroute tout le trafic sur quelque chose qu'on contrôle, et puis voilà. Et puis bien sûr il y a la censure, hein. Les Chinois sont très forts là-dedans, le DNS il est uniquement chinois, il vient jamais consulter les serveurs de l'extérieur, puis comme ça on peut dire courrier international ça n'existe pas, YouTube ça n'existe pas, Facebook ça n'existe pas, Skype ça n'existe pas. Donc ça on est plutôt sur des personnes qui attaquent par le réseau distant, mais on peut aussi se faire pirater son réseau local. Il y a des petits outils, donc AirDir, je sais pas s'il traîne dans le coin, vous méfierez s'il a allumé son téléphone, parce qu'il fait de la RP spoofing et de l'injection de paquets, et de l'IP spoofing, c'est-à-dire qu'il allume une petite application Android, et puis il se fait passer pour le routeur, et donc il joue, il est capable de voir tout ce que vous lui envoyez, tout ce qui circule dans le réseau. Et donc ça se fait une petite application Android, ça marche très bien. Alors voilà l'exemple typique que ça peut donner, j'ai fait le test, hein. J'ai un domaine qui n'existe pas, foubar.imiril.fr, et quand on est chez Numericable, ça affiche ça. Donc c'est mon site internet, pourtant je suis pas chez Numericable, hein. Et juste parce que ça n'existe pas, donc ils redirigent vers chez eux. Donc ça c'est un bon exemple de mensonge du DNS. Bon, c'est pas gênant quand c'est Numericable, on imagine bien que si c'est une police d'État ou une agence gouvernementale, c'est un peu plus emmerdant. Pour se protéger contre ça, déjà ce qu'on peut faire c'est installer un résolveur local, parce que par défaut en fait on utilise plutôt le résolveur de notre fournisseur d'accès à internet, qui est fourni ou sur la box, et du coup on peut l'installer directement sur la machine, sur notre propre machine. Et du coup, ça va interroger directement les serveurs racines d'Internet. Et donc, normalement, ceux-là, ils sont un peu plus safe, quoi. Parce que le jour où ils tomberont, faudra se poser des questions. Par contre, c'est pas très cool pour les chatons, parce que du coup, les serveurs racines d'Internet, si tout le monde se met à faire ça, ils vont se bouffer tout le trafic DNS du monde. Et ils sont pas trop prévus pour. Enfin, ça passerait, mais bon, c'est pas top.
Du coup, on peut aussi en profiter pour activer DNSSEC. Si on a un résolveur local, on peut activer une extension de la DNS qui s'appelle DNSSEC. En gros, ça vient signer les réponses du DNS. Et donc, s'il y a quelqu'un qui se met à mentir sur la ligne, eh ben, on peut le détecter. Parce que la signature est plus valide ou que on se rend compte que le nom qu'il a répondu n'existait pas. Parce ils ont même été jusqu'à réussir à prouver que quelque chose n'existait pas. Donc, c'est des concepts assez intéressants. Et c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, DNSSEC, ça fait moins 5 ou 6 ans. Et pourtant, c'est très très peu déployé et très très peu utilisé. Du coup, on peut aussi appeler son fournisseur d'accès à Internet et les harceler pour demander d'arrêter de mentir déjà et d'activer DNSSEC. Parce que ça serait pas mal qu'ils puissent mettre ça en place. Puis tant qu'on les a, donc déjà ça sauve des chatons parce que on tape plus sur les serveurs racines d'Internet. Puis tant qu'on les a au téléphone, on leur demande le support d'IPv6, des IP fixes, de la fibre optique et de faire ça proprement. Et au niveau DNS, voilà l'exemple typique de ce qui a pu se passer. En Syrie et en Turquie, le gouvernement a décidé de censurer les DNS. Donc Facebook et Twitter n'étaient pas accessibles. Et donc on a vu des dissidents prendre les pots de peinture et aller peindre sur les murs des adresses de DNS qui sont faciles à retenir, 8888 et 8844, bon, je vous épargne l'IPv6, qui sont gérés par Google, qui sont publics. Donc si vous voyez que ça commence à mentir dans le réseau, vous passez par ces trucs-là, vous balancez votre vie à Google, mais au moins vous avez accès à Courrier International, à YouTube ou d'autres choses. Donc pour faire le parallèle avec projet de loi terrorisme, le blocage administratif qui consiste à faire des DNS menteurs par les fournisseurs d'accès à Internet. Si ça arrive en France, vous faites 8888 et puis vous dites fuck Adopi, vous dites fuck la PJL terrorisme et voilà quoi. Voilà, c'est ce que vos ministres sont en train de voter quand même. Hein. Ouais, ça c'était en turc. Oui, c'est déjà passé, ouais, mais voilà. Et c'est pareil, voilà, quand on rentre dans les cybercafés en Turquie, bah voilà, c'est marqué pour accéder à Twitter, c'est ça. Donc là, on a déjà la bonne adresse maintenant. On est sûr à peu près que notre adresse de destination est la bonne. Maintenant, va falloir allumer la bagnole et puis partir sur la route. Le fonctionnement d'Internet, c'est basé sur des routeurs. C'est-à-dire qu'on envoie un paquet, ça passe sur un routeur. Le routeur, il va dire par où je dois l'envoyer encore. Et puis, de saut en saut, comme ça, on arrive jusqu'à la destination. Le problème, c'est que ces routeurs-là, ils sont contrôlés par énormément d'entités. Ça va être votre fournisseur d'accès à Internet, ça va être des opérateurs de réseau type point de peering et autres. Ça va être les grosses dorsales transatlantiques ou transocéaniques pour faire communiquer l'Europe avec l'Amérique, l'Europe avec l'Afrique, l'Europe avec l'Asie. Donc, oui. C'est juste après. Voilà. Y a ces réseaux-là, c'est contrôlé par des personnes, on ne sait pas trop qui. Et du coup, il y en a qui s'amusent à essayer de lire les données. Ça peut être dans des buts de surveillance globale, effectivement, la NSA. La NSA s'est branchée sur les câbles transatlantiques Europe-Amérique et Europe-Afrique via la France. Ça peut être de l'espionnage industriel. Si on a un fournisseur d'accès américain en face, si on travaille nous pour Airbus et puis que Boeing a envie d'avoir accès à vos plans, c'est facile d'aller demander aux fournisseurs d'accès américains de regarder ce qui passe dans les fibres du concurrent, quoi. Et puis ça peut être aussi des régimes totalitaires, hein, si on est en Syrie, en Libye, en Iran, en Corée. En Corée ils n'ont pas internet, mais ils peuvent vouloir regarder ce qui passe pour bloquer tout ça. Donc il va falloir chiffrer pour faire du bruit dans les tuyaux et que ça passe pas en clair. Donc le chiffrement, il y en a de deux types. Il y a ce qu'on appelle le point à point, qui sont TLS, SSL, HTTPS, donc ce que les gens intéressés peuvent venir voir dans la conférence d'après. Et la partie, ce qu'on appelle end-to-end ou person-to-person, où là on chiffre vraiment d'une personne à une autre et non plus juste d'un serveur à un autre. Là, dans ce mode-là, on garantit que seul le destinataire et uniquement le destinataire peut lire les données. Là, on garantit juste qu'entre les deux, il n'y a personne qui peut venir voir. Donc pour TLS, il y a une conférence de 2 heures. Spoiler, le cadenas et la barre verte, ça suffit pas. Il y a énormément de problèmes dans SSL TLS et c'est un peu un gros problème.
Ouais, même au niveau du man in the middle, hein, HTTPS, ça suffit pas. Il y a plein de failles possibles, imaginables. Il y a plein de trucs tout pourris dans le réseau pour ça. Avec les downgrade attack, avec du poodle, avec du heartbleed, enfin voilà. Donc il y a 2 heures de conférence derrière si vous voulez. C'est un peu technique, mais ça peut être très intéressant. Et vous allez plus voir, vous allez plus du tout regarder le site de votre banque de la même manière après. Donc du coup la partie SSL TLS, je la passe. Ouais, enfin. Donc SSL TLS, pour ceux qui sont intéressés, il y a la conférence d'après. Du coup là, on va passer sur la partie personne to personne. Donc là, en fait, le but c'est de faire sa sécurité soi-même. SSL TLS, le gros problème c'est qu'en fait on a reporté la sécurité à d'autres personnes, à des autorités de certification, à des fournisseurs de certificats, et donc on ne maîtrise pas, vu que c'est des entités commerciales. Voilà, c'est des entités commerciales qui sont là juste pour faire du blé, donc faire de la technique proprement ça coûte cher, donc ça les intéresse pas. Donc si tu veux de la vraie sécu, fais-la toi-même. Donc on va parler de les concepts généraux d'abord. C'est on a généralement de la cryptographie asymétrique, c'est-à-dire qu'on a une clé publique et une clé privée. On signe avec la clé privée et on est capable de vérifier la signature avec une clé publique, et on chiffre avec la clé publique et on est capable de la déchiffrer avec la clé privée. La clé privée ne doit jamais sortir de votre machine. On a fait pourtant je sais pas combien d'ateliers de chiffrement GPG. À chaque fois à la fin on regardait sur les machines, il y avait à peu près les deux, tout le monde s'était échangé toutes les clés et personne ne comprenait comment ça marche. Clé privée, c'est privé, ça reste sur la machine et ça ne sort jamais. Et au niveau de la chaîne de confiance, en fait, mes amis sont mes amis et point. Je vais pas faire confiance à d'autres personnes. Mes amis de mes amis sont pas forcément mes amis. C'est uniquement les personnes à qui j'ai vraiment accordé ma confiance qui ont ma confiance dans ce système-là. Pour gérer ah oui, donc au niveau des plugins, pour faire du JPG ou du OTR, on peut utiliser soit des outils qui sont intégrés nativement, donc par exemple Kmail, Closemail intègre JPG en standard, ou via des extensions, Enigmail pour Thunderbird, Pidgin il y a une extension OTR pour faire du chiffrement personne to personne. Les problèmes aujourd'hui pour utiliser ça, c'est usage peu massif. Alors après c'est le problème de l'œuf et de la poule. On n'est pas très utilisé parce qu'on n'est pas très utilisé. Donc il faut se faire un peu mal au début. Effectivement on n'a pas beaucoup d'amis, mais les chatons ça revient vite. Et puis le problème de la distribution des clés, parce que justement, comme on a dit qu'on ne faisait confiance qu'à certaines personnes et qu'à des personnes bien déterminées, il y a un process en fait pour accepter une personne dans le nouveau réseau et qu'on ne peut pas faire ça juste en claquant des doigts. Mais ça peut donner des trucs sympas. Par exemple, avec GPG, ça va être ce qu'on appelle les case signing parties. Voilà par exemple ma clé. Donc vous pouvez, généralement j'imprime ça sur des morceaux de papier. On se rencontre à 50, 100, 200 personnes, et puis chacun s'échange son papier, on vérifie les cartes d'identité ou pas, et on se met à signer les clés des autres pour garantir, ok, je te fais confiance, je t'ai bien vu, je t'ai bien rencontré physiquement, voire je t'ai déjà parlé sur internet. Et du coup, on obtient ce qu'on appelle un graphe de confiance. Donc moi, je suis là au milieu. Là, il y a dû y avoir une signing party. Et puis j'ai d'autres pixels dans des coins qui traînent. Et ça, c'est uniquement les personnes à qui je fais confiance. Et c'est moi qui ai créé ce réseau-là. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, lui là-bas, faut que tu lui fasses confiance. Alors ça donne des trucs sympas les signing parties, parce que pour ceux qui sont pas habitués, en fait on fait 2 chaînes humaines et puis on tourne en fait. Chacun donne sa clé à l'autre et puis on s'échange ça dans des coins. Donc ça c'était au Remeleleu de mémoire. Et puis voilà, ça donne des trucs sympas parce que les signing parties, ça finit en fondu, voire en salon bière. Donc ça peut être intéressant. Donc le prochain qui nous dit qu'on n'est pas sociable, je mords. Voilà. Donc maintenant, on a une machine qui est sécurisée. On a une adresse de destination qui est sécurisée. On est capable de communiquer à peu près de manière fiable dans le réseau. Il y a le problème que, au niveau technique aujourd'hui, on est obligé de laisser traîner ce qu'on appelle notre adresse IP, source, pas destination. Donc d'où ça vient, parce qu'il y en a besoin justement de router l'information, on a besoin de recevoir une réponse. Le problème, c'est que le serveur du coup connaît l'adresse IP du client. Donc si vous vous connectez, vous avez beau avoir toute la sécurité que vous voulez, tous les outils avant, vous vous connectez sur le site de Google, ah ouais, ok, je te connais, c'est ton IP, je sais qui t'es. Bon, si vous visitez le monde, ça risque pas d'être trop gênant. Si vous êtes un dissident syrien et que vous allez voir Courrier International en étant en Syrie, c'est un peu plus emmerdant. Donc du coup, va falloir passer par Tor pour anonymiser les connexions. Pour ceux qui connaîtraient pas trop bien Tor, comment ça fonctionne ?
En fait, ça c'est notre cible, notre destination, donc c'est Internet, on sait pas trop ce qu'il y a derrière. Ça c'est notre client. On va prendre au pif dans le réseau 3 nœuds parmi tous les nœuds de Tor qui existent. On les choisit aléatoirement, ou presque, et on va se mettre à chiffrer, on fait 3 chiffrements. En gros, on fait 3 enveloppes, on écrit les adresses dessus, et on met les enveloppes les unes dans les autres. Du coup, quand le premier serveur voit passer l'enveloppe, il voit l'adresse de destination il ouvre l'enveloppe, il voit une nouvelle adresse à l'intérieur, et il fait qu'envoyer au deuxième. Le deuxième ouvre l'enveloppe, il voit pareil une adresse dedans, il fait envoyer au troisième. Le troisième ouvre l'enveloppe, et puis il envoie au dernier. Et puis pareil pour le retour. Et comme ça, si on regarde au niveau des données, ce serveur-là ne voit que l'adresse source et à peu près rien du reste. Celui du milieu, c'est pareil, il voit qui c'est, il voit ce serveur-là. Il voit ce serveur-là, mais déjà il voit plus la source. Celui-là voit que la destination, mais plus la source. Et puis voilà, et comme ça, on peut saisir n'importe lequel de ces machines. On n'a aucun serveur qui est capable d'avoir l'intégralité de la connexion. Si on saisit celui-là, on a le source, mais on n'a pas la destination. On saisit celui-là, on a le source, mais on n'a rien d'autre. Si on saisit celui-là, on a que la destination, mais pas la source. Et celui à la fin, on n'a même pas la source. Et comme ça, on est tranquille. Et là où c'est intéressant, il faut faire gaffe, c'est que le petit bout là, il est en clair. Donc si vous faites du Tor sans utiliser du HTTPS, ou vous vous connectez sur Gmail en utilisant du Tor, votre anonymat il est cramé. Donc on passe par Tor et HTTPS. S'il n'y en a pas un des deux, on a un problème. Voilà, donc Tor, ça a des effets intéressants. Ça permet de contourner la censure quand on est en Chine, en Corée, en Syrie, en Libye, en Iran, en France. Ça permet la protection des sources. Snowden a pu continuer à émettre parce qu'il utilisait Tor. Là, le but, c'était pas vraiment de se protéger lui. Il savait qu'au final, il allait se faire cramer. Le but, c'était qu'il se fasse pas cramer trop vite. Pour qu'il puisse continuer à émettre, il avait des centaines de gigas affûtés, donc il pouvait pas tout sortir en une fois. C'est un peu bizarre de sortir le disque dur comme ça. Et il y a aussi quelque chose qu'on pense pas très souvent, mais c'est la protection contre le doxing. Il y a eu une conf hier là-dessus. En fait, le but, c'est justement pas de protéger la destination, mais plutôt la source. Si on est un militant féministe ou qu'on se bat contre les violences faites aux femmes, voire même qu'on est une femme battue, qu'on a envie de contacter quelqu'un, on n'a pas envie qu'on puisse remonter à nous directement, genre le mari ou des antiféministes ou des trucs comme ça. Et donc on peut se planquer dans Tor pour qu'on ne puisse pas remonter à nous. C'est assez utilisé malgré que ce soit assez inconnu. En outil pour utiliser ça, y a Tor Browser. C'est un Firefox customisé, on a juste à le lancer. Ça se connecte à Tor tout seul, ça a désactivé tout plein de trucs pas trop cool dans Firefox au niveau vie privée. Et puis donc ça juste marche. Pour les personnes qui veulent pas du Tor Browser, ils peuvent utiliser Vidalia, qui est juste une petite interface graphique pour Tor. Donc on le lance, ça se connecte. C'est plus sympa que d'éditer des fichiers avec VI. Au niveau des téléphones mobiles, il y a Orweb et Orbot. Orweb qui est un client web type Firefox qui permet de passer dans Tor, et Orbot qui est le client, enfin le Tor, la version Tor pour téléphone. Et quand on est en environnement critique, on utilise Tails, on se pose pas de questions. On branche la clé USB, on démarre dessus et ça juste marche. Qu'est-ce qu'on a encore après? Ah oui, vous pouvez aider le réseau Tor. Il y a le projet Tor en lui-même, donc si vous êtes développeur, expert sécurité, que vous savez écrire de la doc ou répondre à des mails, vous êtes le bienvenu au projet Tor. Si vous voulez aider à financer des nœuds de sortie, parce que les nœuds de sortie, en fait, c'est eux qui se prennent la responsabilité juridique du trafic qui sort. Donc on peut pas lancer ça, enfin on peut, mais il faut qu'on en assume les risques. On ne peut pas lancer ça en tant que simple particulier, sauf si on est prêt à accueillir le GIGN à 6h30 du matin avec la saisie de tout le matériel informatique de la maison. Donc on passe par des associations, en France c'est Nos Oignons, qui se regroupent avec des avocats, des juristes et autres pour répondre aux réquisitions judiciaires, pour traiter sous tous ces cas-là et éviter les petits effets de bord un peu débiles malheureusement qui peuvent arriver quand on fait tourner des nœuds. Actuellement, Nos Oignons, c'est 2 nœuds de sortie, enfin 2 nœuds et demi. Il y en a un qui fonctionne en virtualisé. Voilà, donc maintenant on est arrivé jusqu'au bout, quasiment. On a le petit paquet qui est sorti de la machine, qui a traversé tout ce grand monde avec des mines déterminées un peu partout. Et il est arrivé en fait sur le site qu'on veut consulter.
Généralement, malheureusement, c'est pas directement l'utilisateur final. On est dans un internet centré, malheureusement, et pas décentralisé. Donc, on a généralement des sites internet au milieu. Voilà, l'utilisation est centrée. Ouais. Internet, il fonctionne très bien en acentré. Il fonctionne même mieux en acentré qu'en centré. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui concentrent à peu près 90% des requêtes internet au monde et qui concentrent toutes les données. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant pour un méchant pirate de venir aller taper sur ces sites-là, qui vont récupérer à peu près 1 milliard de comptes en une fois, plutôt que de venir vous taper là ou là-bas. Parce que là, ils récupèrent au pire, allez, en maximum 8 comptes, quoi. Enfin, et encore, c'est une famille très nombreuse. Enfin, sauf si on compte les chatons. Le problème, voilà, c'est ce qu'on appelle le cloud. On ne sait pas où sont stockées nos données. On ne sait pas qui y a accès. On ne sait pas si c'est dans des data centers français, si c'est américain, si c'est au Groenland, si c'est... on ne sait pas qui y a accès. Est-ce que c'est la NSA? Est-ce que c'est juste Google? Et même Google, c'est qui? Est-ce que Google sait qu'ils sont espionnés par la NSA ou qu'ils ont la NSA dans leur réseau? Quel est le niveau de sécurité? Google, bon, ça, je pense que ça peut aller, mais il y a des sites internet qui se font trouilloter tous les 4 matins parce ils savent pas faire. Donc ou une saisie informatique avec des effets de bord violents. Il y a eu le cas chez OVH, un serveur a été arrêté par réquisition judiciaire. C'est pas de bol, il y avait un site qui était effectivement illégal, mais il y avait aussi 17 000 autres sites dessus qui étaient, eux, pas illégaux. Les exemples typiques en ce moment, Snapchat, hein. Celebgate, 150 célébrités qui ont fini à poil sur Internet, c'est le cas de le dire. Chapning, c'est 90 000 comptes utilisateurs. Là, c'est pas des célébrités, hein, c'est des anonymes. Donc j'aimerais bien les interviewer, ceux-là, et leur demander s'ils ont toujours rien à cacher. Il y a Gmail, il y a eu 5 millions de comptes Gmail dans la nature, essentiellement des comptes russes. Oui, enfin c'est 16 millions, je me suis peut-être trompé. C'est millions en tout cas. C'est 5 millions de comptes dans la nature avec le login mot de passe. Hein. Ce serait pas marrant sinon. Orange, 2,3 millions de comptes d'identité coordonnées postales dans la nature, sachant qu'ils ont 30 millions d'utilisateurs. Donc 10% de leurs utilisateurs, hop, dans la nature. Donc s'il y a 10 personnes chez Orange là, il y en a une au moins qui devrait s'inquiéter. C'est des numéros de carte bleue, c'est des codes postaux, des adresses, des numéros de chèque. Enfin, c'était stocké sur leur serveur, hein, mais ils sont fait trouilloter. La CNIL, qui est assez marrant, c'est arrivé récemment. Ils ont publié un logiciel qui est censé vous dire qui c'est qui leak votre vie privée sur Internet. Et du coup, il faut qu'ils se rajoutent dans la liste parce que leur soft était pourri. Et en faisant une petite requête et en parlant correctement à l'oreille du serveur, on récupérait la liste de tous les sites que vous aviez consultés. JP Morgan, 56 millions de numéros de carte bleue dans la nature. Donc c'est pas cool. Il y a les problèmes aussi, les fameuses CGU, CGV, les DRM et compagnie. Mega Upload qui est tombé, il y a eu de la perte de données. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de piratage dessus, mais c'est tellement pérenne, voilà. Il y avait effectivement des données illégales, mais il y avait aussi des chercheurs assez cool. Il y a plein de places, on a plein d'espaces de stockage là-bas, puis ça va super vite et c'est super bien, on peut les récupérer tout partout. Donc il y avait des revues scientifiques qui étaient hébergées là-bas, il y avait des comptes rendus de recherche, il y avait des thèses, il y avait plein de trucs comme ça, des résultats de données, de calculateurs, voilà, tout perdu. Problème d'Amazon, celui-là je l'aime bien. Un utilisateur d'Amazon qui avait commandé un bouquin sur internet, ça s'appelle 1984, ça traite de la problématique de la vie privée, de la surveillance massive et de tous les bordels qui peuvent en découler. Et puis Amazon s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas le droit de vendre ce livre, donc ils l'ont supprimé à distance de toutes les tablettes. Voilà, donc c'est assez marrant de se censurer à 1984. Voilà, ça aurait été plus marrant. Non, il n'y a pas de remboursement, c'est juste, voilà, on vous le supprime, et puis... Mais ouais, ils le vendaient dans des trucs... Enfin, c'était un peu bizarre. Mais il y a eu d'autres cas, hein. Il y a eu deux cas d'une journaliste qui circule pas mal, en fait, et puis qui a passé la frontière anglaise. Tous les livres qui n'avaient pas le droit de vente en Angleterre, ça a été supprimé sa tablette. Parce qu'il y avait de la géolocalisation, un truc comme ça. Oui, t'as acheté des bouquins français, t'es en Angleterre, je te les supprime. Voilà, c'est assez violent.
Facebook, j'avais fait les slides malheureusement un peu trop tard, mais il y a eu les changements de conditions générales d'utilisation récemment. Alors là, ça concernait plutôt de la publication des données, des messages privés en fait, qui étaient soi-disant, enfin qui étaient privés, mais qu'en changeant les CGU, c'était plus privé. Donc si vous scrolliez tout en bas de votre timeline, vous aviez des messages que vous ne pensiez pas que c'était visible. Et puis là, c'était lundi dernier, je crois, changement des CGU. Ils ont résumé 72 pages en 3 pages. Où est passé le reste? Je sais pas. Ils se donnent le droit de revendre toutes vos données à n'importe quelle boîte qui ferait un partenariat commercial avec eux. Toutes les données que vous leur filez, ça leur appartient. Donc ils ont le droit d'afficher votre profil sur une affiche publicitaire s'ils ont envie. Ils s'amusent aussi à faire des petites expériences scientifiques. Sur les sites, c'est-à-dire qu'ils trafiquent vos messages et puis ils regardent en fonction de si je rends le message plus négatif ou plus positif dans les termes, combien je fais de vues en plus ou pas. Et comment la réaction des gens derrière, est-ce qu'ils vont plutôt aller consulter des sites on va dire heureux, ou est-ce qu'ils vont plutôt consulter des sites déprimants. Donc voilà, Facebook s'amuse à ce genre de truc. Et vous n'êtes pas du tout prévenu, hein, et vous savez pas du tout que en fait votre message a été modifié. Ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y a eu des cas assez marrants. Il y a Google aussi. Il y a un père de famille a été mis au courant par Google que sa fille était enceinte. Parce que la fille cherchait des trucs sur Internet. Je pense qu'elle avait dû chercher des trucs de contraception. Puis après, ça a tendu vers plutôt les langes pour bébé ou le lait maternisé. Et elle cherchait ça sur l'ordinateur de famille. Et forcément, Google a analysé ça. Et du coup, le père a commencé à voir apparaître des promotions sur des landos, sur des poussettes, sur des langes, sur des trucs comme ça. Et du coup, enfin voilà, c'est un peu bizarre. Il y a même des trucs plus fun encore, hein. Par exemple, YouPorn est capable de savoir si vous êtes en couple ou pas. Parce que quand vous êtes en couple, vous consultez le site à 23h, quand vous n'êtes pas en couple, vous le consultez à 21h. Donc, ils font des stats comme ça, donc ils sont capables de déterminer avant vous des choses. Il y a Google Now aussi qui fonctionne très bien là-dessus. Ils sont capables en recroisant toutes les données que vous leur avez données à bouffer, votre carnet de contact, là où vous êtes, votre agenda et compagnie, il est capable de vous dire: ah, il faut que tu partes maintenant parce que tu as des bouchons sur la route, et donc je sais que tu prends ta bagnole le jeudi et que tu vas être en retard parce que tu as une réunion à 10h, et donc il faut que tu partes vraiment maintenant. Ça fout vraiment les boules. Voilà, et puis ils font ça pour votre bien, ça leur apporte pas du tout d'argent. Donc la solution à ça, c'est l'auto-hébergement. Voilà. Il y a la solution à ça, c'est l'auto-hébergement, ou sans parler d'auto-hébergement complet, c'est du self-hosting qu'on appelle ça. Tout le monde dit: ouais, mais ça coûte cher. Non, ça coûte pas cher. Une Raspberry Pi, c'est 50 € à l'achat, c'est 5 watts de consommation, donc 5 watts de courant, 5 watts de courant dans l'année. Il y a des trucs un peu plus puissants, il y a des shuttles, par exemple, c'est 150 € et 40 watts. Donc ça c'est plutôt de l'auto-hébergement, donc c'est vraiment chez soi. Et si on n'a pas envie d'être chez soi pour des raisons ou d'autres, genre de la DSL, on peut aller au moins acheter un petit dédié chez Online ou autre, ça coûte 7 € par mois, ou dans une association. Mais voilà, on fait du self-hosting, on va mutualiser, on va pas faire des gros silos de données, 1 milliard de comptes dessus. On va plutôt faire des petits serveurs à 10, 20 personnes, 100 personnes dessus. Ouais. Après, ça demande pas forcément beaucoup de temps et beaucoup de compétences, mais un peu quand même. On se lance pas comme ça dans l'auto-hébergement, il y a des choses à savoir. Et par contre, c'est très très formateur et très très intéressant. Et en fait, au final, c'est ce qui a vraiment pas de prix, c'est qu'on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses avec, on apprend beaucoup de choses, on comprend comment fonctionne le réseau, on se rend compte de la débilité du bordel ambiant dans Internet. Ouais, mais j'arrive après. On peut justement s'adresser à des associations. Il y a Framasoft qui a lancé Dégooglisons Internet. En fait, ils proposent plein de services pour sortir d'Internet. Donc on va utiliser Diaspora plutôt que de Facebook, on va utiliser Jabber plutôt que Skype. On va s'auto-héberger son blog, on va auto-héberger ses pads, on va auto-héberger son code source, on va être auto-héberger, enfin tout plein de trucs. Et donc ils fournissent des services, ils vont fournir de la doc là-dessus pour monter ça chez soi. Et ça permet de se passer au maximum d'Internet, de Google. On peut héberger plein de choses justement. Jabber, donc qui est messagerie instantanée, communication type Skype. GNU Social, qui est l'équivalent d'un Twitter. Diaspora, qui est l'équivalent d'un Facebook. On peut héberger du site perso, des blogs, des partages de documents via du OnCloud.
Ça c'est plutôt pour les codeurs ou les bidouilleurs, du passbin, du pad, des choses. Du mail. Alors je l'ai mis en orange parce que malheureusement le mail, il y a le problème du spam à régler. Et j'ai mis 3 ans avant d'avoir des règles de spam à peu près efficaces pour ni trop en virer, ni pas assez. Donc on se lance pas trop comme ça. Et voilà, faut bidouiller un peu, mais ça se fait. Voilà, le gros problème de l'auto-hébergement, c'est ça, c'est la sécurité. Un serveur qui reste tout seul dans son coin trop longtemps, en fait, il cherche à se faire plein de petits amis. Donc il va se mettre à envoyer du mail, il va se mettre à héberger des sites russes, il va se mettre à DDoS des machines à distance. Enfin, il se fait des copains, quoi. Donc il y a de l'administration système à faire, c'est pas juste plug and play. Même les distributions qu'on va vous vendre, type Wayunost, ou Cozy Cloud ou autre, faut faire gaffe derrière, faut savoir gérer un pare-feu, faut savoir bloquer 2-3 trucs, savoir intervenir quand il y a un pépin. Si on se fait trouver un serveur, on devient légalement responsable de ce qui se passe dessus. Donc ça demande un petit peu de taf là-dessus, quoi. Voilà, mais il y a des ordis qui sont trouvés tous les jours, voilà. Oui, entre XP et Wayunost, il résistera mieux quand même. Mais voilà, ça demande un peu de compétences. C'est pour ça qu'il faut plutôt se regrouper en petits. Ouais, faut se regrouper en petits clusters. De toute façon, je suis quasiment à la fin. Ouais, bah justement, c'est le dernier slide. Donc ça sera la conférence qui va venir après sur le web. En fait, le web, c'est ça. Le web, c'est tout le ramassis de tout ce qu'on a vu, c'est concentré dans le web. Donc il y a une conférence derrière là-dessus. Et on va voir comment se protéger de tout ça dans les conférences. Et puis, bah voilà, ça tombe tout bien. Donc là, c'est la fin ou pas. Donc il y a conférence HTTPS et conférence vie privée sur Internet. Je pense que je vais switcher les deux en fait parce que c'est plus logique de faire HTTPS avant de parler de la privacy sur Internet. Donc pour les gens intéressés, ça sera au Fab Lab là-bas. Et puis je vous remercie pour votre attention. Ouais.